Bonjour mesdames, messieurs. Nous allons aujourd'hui aborder le séminaire de pratique du manuel Sphère. C'est un séminaire très important dans le cadre du parcours humanitaire. Le manuel Sphère est un document qui permet de mener des actions humanitaires de qualité en prenant en compte un certain nombre de droits garantis par les textes internationaux, mais également en prenant pour acquis les expériences précédemment menées dans le cadre de l'action humanitaire. Qu'est-ce que c'est le manuel Sphère? Le manuel Sphère comprend une charte qu'on appelle la charte minimale pour l'action humanitaire, la charte Sphère, et comprend également un certain nombre d'indications pratiques que les acteurs humanitaires doivent mener sur le terrain pour pouvoir atteindre des objectifs de qualité dans le cadre de ce qu'ils font. D'abord, commençons par un certain nombre de principes de base que l'on voit dans le manuel Sphère. Toutes les personnes touchées par une catastrophe ou un conflit armé ont le droit de recevoir une aide humanitaire. Donc le premier principe que pose la charte Sphère, c'est le droit de recevoir de l'aide humanitaire. Ce droit est très important dans la mesure où, comme nous le voyons ces dernières années, avec la récurrence des conflits et la récurrence des catastrophes naturelles, les États ont des capacités limitées pour faire face aux grandes catastrophes naturelles. D'où la nécessité, dans le cadre de la solidarité internationale, la coopération internationale, de leur venir en aide. Donc on peut dire que toutes les personnes touchées par une catastrophe ou un conflit armé, qu'il s'agisse des femmes, des hommes, des filles ou des garçons, ont le droit de recevoir l'aide humanitaire. Et ils ont également le droit de vivre dans la dignité. Ceci est donc le deuxième principe humanitaire. 1. Le droit de recevoir l'aide humanitaire. 2. Le droit de vivre dans la dignité. Le droit de vivre dans la dignité veut dire que même si nous sommes dans une situation de crise humanitaire, il y a toujours une dignité inhérente à la personne humaine. L'aide humanitaire ne vise pas à avilir, à assujettir les personnes qui en sont les bénéficiaires, ne vise pas à les transformer en objets. Il n'y a pas que des gens à soigner, des ventres à remplir ou des personnes à aider. Il s'agit des êtres humains. Ces êtres humains doivent être secourus tout en protégeant et préservant leur dignité. Le troisième principe que pose le manuel Sphère, c'est le droit à la sécurité. C'est-à-dire les personnes qui sont dans des situations de catastrophe humanitaire ou dans des situations de conflit ont des préoccupations, des besoins urgents. Au-delà des besoins alimentaires, fonctionnels, etc., il y a l'impérieuse nécessité de leur assurer une sécurité minimale. La sécurité des personnes en situation de crise humanitaire, de catastrophe ou dans des situations de conflit doit être l'une des préoccupations majeures de l'action humanitaire, l'une des priorités de l'action humanitaire. Pour ce faire, on voit donc que le manuel Sphère pose des fondements juridiques pour que l'opérationnalisation de l'action humanitaire soit de qualité. C'est donc fondamentalement envers ceux et celles auxquels on veut venir en aide que l'action doit également être redevable. C'est la question de la redevabilité. Ça veut dire que c'est vrai que vous leur apportez une assistance humanitaire, mais vous devrez également rendre compte de cette action humanitaire. Rendre compte non seulement à ceux qui vous donnent les moyens de mener l'action humanitaire, notamment les moyens financiers, les dons, mais vous devrez aussi rendre compte aux bénéficiaires
leur expliquer ce que vous faites, comment ça a été fait, les limites de votre action, etc. Donc, toutes ces préoccupations sont au cœur du manuel Sphère. Ensuite, on peut également ajouter que les activités menées pour apporter une aide humanitaire peuvent parfois avoir des effets indésirables imprévus. C'est ce qu'on appelle le principe d'uno am. C'est-à-dire, en d'autres termes, il faut veiller à ce que l'action humanitaire, qui est porteuse d'espérance pour les victimes des catastrophes et des conflits, ne se transforme pas en cauchemar. Voyez-vous, toute action spontanée, quel que soit l'élan de générosité, peut provoquer des conséquences négatives. Parce que même nourrir les enfants en situation de malnutrition peut avoir des conséquences négatives. Lorsque ceux qui doivent donner cette nourriture ne sont pas des professionnels, ils peuvent donner des doses qui ne sont pas adaptées et donc aggraver la situation des enfants. Ils peuvent donner des nourritures qui ne conviennent pas à la situation de malnutrition des enfants, donc aggraver. Voyez-vous, quel que soit l'élan de générosité, il faut s'aviser que l'action humanitaire ne doit pas se transformer en difficulté, en problème supplémentaire, en catastrophe. D'où l'intérêt de prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette action s'inscrive dans le cadre non seulement de sauver les vies, de préserver la dignité, de protéger par des mesures de sécurité, mais surtout d'analyser les impacts négatifs susceptibles d'être atténués. Au cours d'un conflit armé, la protection et l'assistance doivent être accordées aux personnes qui n'y sont pas engagées. C'est une question de fond. L'aide humanitaire n'est pas destinée pour nourrir les combattants. C'est tout autre chose que de soigner les blessés, qui ne combattent plus. Lorsque les soldats sont blessés, ils ne peuvent plus combattre. Les acteurs humanitaires peuvent, de façon neutre et impartiale, les soigner, les soulager, parce qu'il s'agit des non-combattants. Mais l'action humanitaire n'a pas pour objectif de venir en aide aux combattants, de fournir de la nourriture aux rebelles ou aux forces gouvernementales. Ce n'est pas le but de l'action humanitaire. L'action humanitaire doit être essentiellement tournée vers les personnes qui ne sont pas engagées dans les conflits. Ceci est une règle de base. Au cours donc d'un conflit armé, on ne peut apporter une assistance qu'aux populations civiles victimes de la catastrophe ou des conflits, auprès des soldats qui ne combattent plus, les blessés de guerre, etc., les prisonniers, etc. Donc je dirais, pour me résumer sur ces points-là, nous avons des fondements clés de l'action humanitaire. 1. Elle est centrée sur les personnes non combattantes. Elle est impulsée par la qualité. Elle est fondée sur un certain nombre de droits, dont le plus fondamental est non seulement le droit de recevoir l'aide, mais le droit de la recevoir en préservant la dignité des bénéficiaires et en leur apportant une sécurité minimale. Quelles sont les convictions essentielles au cœur du manuel Sphère? Le manuel Sphère, comme je l'ai dit, reprend un certain nombre de droits qui sont contenus dans les instruments internationaux. Mais le manuel Sphère lui-même comprend dans sa première partie une charte, ce qu'on appelle la charte humanitaire. La charte humanitaire ou la charte Sphère constitue la toile de fond éthique et juridique qui repose sur le principe d'humanité et sur l'impératif humanitaire. Donc, nous avons dans le manuel, dans sa première partie, une charte qui est donc le fondement éthique et juridique de l'action humanitaire. Et ce fondement éthique et juridique est articulé non seulement sur le principe d'humanité, mais également sur l'impératif humanitaire. Cela comprend donc les trois principaux droits que j'ai évoqués au début, à savoir le droit de vivre dans la dignité,
le droit de recevoir une assistance humanitaire et le droit à la protection et à la sécurité. Parce que ces droits sont importants. Il ne faut pas confondre la générosité avec l'exercice des droits. Il s'agit ici, pour des personnes qui sont victimes, de bénéficier d'un certain nombre de droits garantis. Je rappelle également que le manuel SPHER est un code volontaire. C'est un code volontaire, ce n'est pas une convention internationale. C'est donc un outil d'autorégulation qui permet d'assurer la qualité de l'aide humanitaire et sa redevabilité. Se conformer donc au manuel SPHER ne veut pas dire qu'il y a des contraintes de type conventionnel ou des contraintes de type coutumière. Cela ne signifie pas non plus qu'il faille satisfaire tous les standards et tous les indicateurs. La redevabilité avant tout envers les communautés affectées. Mais il y a entre le standard qui est prévu ou l'indicateur qui est prévu dans le manuel et la réalisation effective de l'activité, parfois un écart. Et c'est cet écart qu'on pourra éventuellement évaluer pour voir jusqu'à quel point votre action a été bénéfique ou non, positive ou non. Et lorsqu'on parle de la redevabilité veut dire qu'il s'agit de rendre compte, mais il ne s'agit pas d'être détaillé sur tout. Il s'agit quand même d'indiquer à ceux qui vous donnent les moyens ce que vous en avez fait et à ceux qui bénéficient de votre aide, ce que vous entendez leur apporter ou ce que vous leur avez apporté, etc. Et dans ce contexte, tout ceci se repose également sur l'idée d'une action humanitaire de qualité. Dans le secteur humanitaire, cela signifie l'efficacité, c'est-à-dire quel est l'impact de l'action que vous menez. Et à côté de cette efficacité, il y a l'efficience. Est-ce que c'est une action efficiente? Lorsqu'on met en balance les coûts et le gain obtenu de votre action, est-ce que c'est positif? Et enfin, est-ce que votre action est en adéquation avec les besoins réels des personnes qui sont dans la crise? Est-ce que vous prenez réellement en compte les besoins qui se sont manifestés dans le contexte de la crise dans laquelle vous intervenez? Cela nécessite donc des évaluations et un retour des parties prenantes sur ce qu'une organisation humanitaire fait bien et sur ce qu'elle fait moins bien et quels sont les apprentissages qui découlent donc de cette évaluation. Il s'agit de mesurer les résultats, non pas dans une approche comptable. Il s'agit de mesurer les résultats sur la base des standards et des indicateurs pour apprendre à mieux faire. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des critères, des chiffres, des tableaux. Parce que la finalité n'est pas celle-là. La finalité de la redevabilité, c'est l'utilisation responsable des ressources qui sont mises à la disposition des organisations humanitaires. Tel est donc le cœur du projet SPHER. L'utilisation responsable des ressources qui sont mises à la disposition des organisations humanitaires pour que celles-ci fournissent une aide humanitaire de qualité pour des bénéficiaires qui en ont droit et dont la dignité doit être protégée et préservée dans un contexte de sécurité. Voilà comment on peut résumer fondamentalement le manuel SPHER. Donc, pour revenir au cœur du document, nous avons donc d'un côté la charte humanitaire, qu'on appelle également le code de conduite de l'action humanitaire, et dans ce code de conduite, nous avons donc les éléments du dispositif de la charte et les principes de protection que nous venons, les trois principes que nous venons de citer. Ensuite, nous avons dans le manuel les standards essentiels et les standards minimums de l'action humanitaire. Ces standards donc, vont se décliner
en actions clés, quelles sont les actions clés à mener, quels sont les indicateurs clés et quelles sont les notes d'orientation. Je résume. Le manuel SPHERE comprend deux parties. Nous avons dans la première partie le code de conduite de l'action humanitaire, qui se subdivise en deux points, la charte humanitaire et les principes de protection tels que garantis par le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme, etc. Puis, nous avons dans une deuxième partie les standards qui vont se décliner en actions clés, en indicateurs clés, puis en notes d'orientation permettant de les comprendre. Et ce sont ces standards qui vont s'appliquer à tous les thèmes transversaux, tous les domaines transversaux de l'action humanitaire. Il faut donc comprendre l'articulation de tous les éléments que je viens de vous évoquer. C'est donc ça le cœur de l'action humanitaire. Je vous ai déjà dit qu'il faut avoir une vision figée des standards. Il ne s'agit pas simplement de problèmes de calcul, de chiffres, parce qu'il s'agit des êtres humains. Il s'agit de la dignité des êtres humains. Donc il faut savoir prendre tout cela avec un minimum de respect pour ces personnes. Donc la structure du manuel SPHERE, comme nous l'avons dit, va donc s'articuler. D'un côté, nous avons la charte, les principes de protection, puis nous avons les standards, les indicateurs, les actions clés et les notes. En ce qui concerne les différents domaines sur lesquels porte l'action humanitaire, alors je tiens à préciser que ce séminaire est essentiellement fondé sur le manuel SPHERE 2011, en attendant que nous puissions intégrer, et nous le ferons dans une note complémentaire, en attendant que nous puissions intégrer toutes les modifications qui sont en cours, parce qu'il y a un manuel SPHERE 2018 qui est en voie de publication, et donc il y a des éléments complémentaires qui vont être intégrés. Mais il n'en reste pas moins que la structure de base reste la même. Nous vous indiquerons dans les éléments complémentaires les points où il y a eu des amendements et des modifications dans le manuel SPHERE. Venons-en sur les domaines. Je dirais, en ce qui est pendant la deuxième partie, c'est-à-dire la partie pratique de la mise en œuvre, puisque nous avons la partie théorique où on a la charte, puis les principes de protection, et la deuxième partie qui est la partie pratique, où on va mettre donc en œuvre ce qui est dit dans la charte et ce qui est dit dans les principes de protection, tel que cela ressort des instruments juridiques internationaux. Donc, dans la partie pratique, nous avons, comme nous avons dit, nous avons les standards essentiels et les standards minimums dans la mise en pratique des principes qui sont contenus dans la charte, puis dans les principes de protection. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme domaine concerné? Nous avons le domaine de l'approvisionnement, de l'assainissement et la promotion de l'hygiène. Nous avons le domaine de la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et la nutrition. Nous avons les domaines des abris, habitats et articles non alimentaires. Et nous avons le domaine de l'action sanitaire. Donc, au sujet des standards essentiels et des standards minimums dans la mise en pratique, il y a, pour reprendre, il y a le secteur de l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la promotion de l'hygiène. Il y a la sécurité alimentaire et la nutrition, le domaine des abris, habitats et articles non alimentaires et l'action sanitaire. Je rappelle que la réforme en cours du manuel SPHERE va rajouter d'autres domaines. Nous en parlerons plus loin de tout ça. Alors, il faut donc comprendre que, en ce qui concerne la charte humanitaire a pour but de donner une assise éthique et juridique au déploiement de l'action humanitaire, en articulation avec les principes de précaution. Cette action humanitaire qui va se déployer sur le terrain doit se réaliser sur la base des standards qui sont élaborés.
en fonction des secteurs que je viens de vous communiquer. Ces standards, il y a des standards minimums, il y a des standards essentiels, je vais vous donner l'explication plus loin. Ces standards sont fondés sur des actions à mener, sur des indicateurs pour évaluer ces actions et sur des notes d'orientation qui expliquent la façon dont on doit réaliser l'action ou comprendre l'indicateur. Voilà la structuration donc, du manuel. Ceci doit se faire en respectant donc les principes de protection que j'ai indiqués, et on va donc dans l'action humanitaire au quotidien intégrer les normes humanitaires fondamentales. Nous avons 9 points essentiels en ce qui concerne l'intégration de la norme humanitaire fondamentale. D'abord, 1, lorsqu'il y a une crise humanitaire, que ce soit un conflit ou une catastrophe naturelle, la réponse humanitaire à donner doit être adaptée et appropriée par rapport à la crise. Il ne faut pas envoyer des sacs de riz là où on n'en a pas besoin. Donc, l'action humanitaire doit être adaptée et appropriée par rapport à la crise, par rapport au contexte, par rapport aux besoins des victimes. Deuxièmement, la réponse humanitaire doit être efficace et fournie à temps. Troisièmement, l'action humanitaire doit contribuer au renforcement des capacités locales, parce qu'il faut toujours penser à la période post-urgence. Quatrième point, la communication, la participation et le feedback. Il doit y avoir une communication transparente, inclusive, avec la participation des bénéficiaires, à qui on doit également rendre compte, y compris aux bailleurs. Cinquième point, l'accueil et le traitement des plaintes. Les bénéficiaires doivent être bien accueillis. Et les plaintes que les bénéficiaires vont déposer, parce qu'il y a toujours des réclamations, des requêtes, doivent être traitées avec beaucoup de sérieux et de rigueur. On peut, on l'a vu, dans certaines situations, par exemple lorsqu'il y a des camps humanitaires, on peut mettre à l'intérieur d'un camp humanitaire un mécanisme interne de règlement du litige qui permet, à défaut de saisir les tribunaux internes de l'État hôte, de régler les litiges entre les réfugiés eux-mêmes à l'intérieur du camp par des mécanismes de règlement du litige adaptés notamment à leur culture, à leur compréhension, etc. Sixième point, la réponse humanitaire doit être coordonnée. Il faut qu'il y ait une coordination de l'action humanitaire pour éviter les doublons, pour éviter qu'il y ait des chevauchements, que les uns et les autres puissent faire la même chose ou se disperser. Vous aurez plus de détails dans votre séminaire sur la coordination et l'évaluation de l'action humanitaire. Septième point, l'amélioration continue. Il y a le processus d'amélioration continue, c'est-à-dire on mène une action, on en tire les leçons, c'est-à-dire que le processus donne lieu à des apprentissages. On tire des leçons de cette action pour améliorer l'action future. Huitième point, le soutien du personnel. Le personnel humanitaire doit être soutenu. N'oubliez pas que l'action humanitaire se déploie dans un contexte difficile. Je l'ai indiqué. Dans un contexte difficile, notamment lorsqu'il s'agit d'une action qui se déploie dans un contexte de conflit. Les personnels humanitaires subissent des chocs de la violence, de ce qu'ils voient, des populations victimes en détresse, des morts, des blessés, des enfants malnutris. Certains personnels peuvent subir des traumatismes, peuvent vivre des traumatismes. Donc ce personnel attend en retour d'être soutenu par les managers, les responsables, par l'organisation qui les envoie en déploiement sur le terrain. Neuvième point, la gestion responsable des ressources. L'argent et les biens matériels mis à la disposition des organisations humanitaires doivent être bien gérés. L'action humanitaire n'est pas le refuge pour des personnes qui vont se livrer à des actes de corruption, à des actes de détournement des biens, à divers trafics.
il s'agit de sauver des vies, d'aider les personnes à reconstruire leur vie. Et donc, cette action, si elle est désintéressée, elle ne doit pas se départir des règles d'une saine gestion. C'est une action difficile, dans un contexte difficile, avec des repères que l'on peut parfois perdre. On peut perdre les repères, parce que c'est un contexte très compliqué. Mais, il n'en reste pas moins que l'on doit bien gérer les ressources. Le peu de ressources qui seront mis à votre disposition, vous devez en être les garants d'une bonne gestion. Ceci est important, car l'action humanitaire n'est pas une occasion pour tout faire, ou faire du n'importe quoi. Il faut faire ce qui est possible avec efficacité et transparence, en fonction des moyens dont on dispose et en adéquation avec les principes et les standards tels qu'indiqués de l'action humanitaire. Donc, la norme humanitaire fondamentale intègre donc ces 9 points. Cette norme humanitaire fondamentale, au cœur donc, du manuel Sphère, reflète l'harmonisation des standards essentiels de Sphère. Cette norme humanitaire fondamentale, qu'on appelle également la norme HAP, cette norme simplifie et rationalise les engagements fondamentaux pour les organisations humanitaires. Cette norme humanitaire fondamentale, vous pouvez la télécharger, il y a un manuel, je le voulais indiquer d'ailleurs dans d'autres cours, la norme HAP, téléchargez-la, tout le manuel, et cette norme remplace les standards essentiels de Sphère. Elle a été lancée en 2014, et vous pouvez la télécharger, vous allez voir à l'intérieur les notes d'orientation, les indicateurs, etc. etc. C'est très important d'avoir ce document pour mieux comprendre cet aspect. On peut donc, à ce stade, dire que le manuel Sphère affirme la primauté des principes humanitaires. Il met les droits des populations victimes des crises humanitaires, qu'il s'agisse des conflits ou des catastrophes, dans des conditions leur permettant de vivre dans la dignité, de recevoir une assistance humanitaire de qualité dans un environnement de sécurité. Le manuel Sphère aide également les équipes des organisations humanitaires de tendre continuellement vers plus de qualité avec une redevabilité accrue vis-à-vis des diverses parties prenantes, qu'il s'agisse des donateurs, des bailleurs de fonds, que des bénéficiaires de cette action humanitaire. On voit donc que le manuel Sphère est un outil très important pour toute organisation humanitaire, qui indique finalement les règles qui sont essentielles dans l'action humanitaire. Pour revenir à la charte humanitaire que j'ai indiquée, je vous ai dit déjà qu'il y a 3 droits fondamentaux, 3 socles. Je dirais même que cette action repose sur un trépied. Si vous enlevez dans un trépied l'un des pieds, ben, ça ne tient plus. De quoi s'agit-il? Il y a donc le droit de vivre dans la dignité pour toute victime de crise humanitaire. Ça, c'est un pied. Le deuxième pied, c'est le droit de recevoir une assistance humanitaire. Puis le troisième pied, c'est le droit à la protection et à la sécurité. Voilà le trépied de l'action. L'action humanitaire se fonde sur ces 3 pieds. Il y a le droit de vivre dans la dignité, quelle que soit la circonstance dramatique que l'on vit. La dignité inhérente à toute personne humaine ne disparaît pas parce qu'on est victime d'une catastrophe ou parce qu'on est victime d'un conflit. Et donc, la personne humaine doit jouir de ses droits fondamentaux. Naturellement, on peut supposer que le contexte conflictuel dans lequel la personne se trouve peut restreindre la jouissance de certains droits, et c'est tout à fait compréhensible. Mais cela n'enlève à rien à la fondamentalité de la dignité humaine, qui reste la caractéristique essentielle
des droits de l'homme. Donc, en outre, la personne a le droit de recevoir l'aide humanitaire. L'assistance humanitaire a été consacrée par de nombreux textes. Et les conventions de Genève posent des bases juridiques pour l'assistance humanitaire. Le droit d'apporter secours aux populations victimes. Souvenez-vous, la troisième convention de Genève, par exemple. Elle protège les populations civiles dans le conflit. Cette protection va donc inclure le droit de leur apporter assistance. Et en cohérence avec le troisième principe, à savoir le droit de recevoir cette aide humanitaire dans un contexte de sécurité. Il y a donc le droit à la protection et à la sécurité. Voilà, si vous voulez, mesdames et messieurs, les trois socles sur lesquels va se fonder l'action humanitaire. Il faut également comprendre qu'en allant plus en détail, que chacun de ces socles est lié à un certain nombre de dispositifs juridiques spécifiques, liés soit au droit international humanitaire, par exemple les conventions de Genève, soit au droit international des droits de l'homme, par exemple le pacte international sur les droits civils et politiques, ou bien le pacte international sur les droits économiques et sociaux, lorsqu'on parle par exemple du droit à la santé, du droit à l'éducation, lorsqu'on parle par exemple des normes innées, etc., etc. Et ça peut aussi être lié au droit international des réfugiés. Lorsqu'on parle de la protection qu'offre la Convention des Nations Unies, c'est de 1951, ou bien les instruments juridiques africains relatifs aux droits des réfugiés. Voyez-vous, il y a trois socles qui sont enracinés dans les divers instruments juridiques internationaux consacrés et acceptés par les États. Et à côté de ces instruments, je reviendrai là-dessus, il faut y ajouter les principes humanitaires qui sous-tendent la charte. Quels sont ces principes? Nous en avons 5. Il y a le principe d'humanité et l'impératif humanitaire. Nous avons le principe d'impartialité. Nous avons le principe de non-discrimination. Nous avons le principe d'indépendance et le caractère non partisan de l'action humanitaire. Donc 5 principes. Principe d'humanité et l'impératif humanitaire, l'impartialité, la non-discrimination, l'indépendance et le caractère non partisan de l'action humanitaire. Donc voilà l'ossature. Nous avons 3 socles enracinés dans le droit international des droits de l'homme, dans le droit international humanitaire, dans le droit international des réfugiés, et avec autour des principes qui vont interagir avec ce dispositif juridique. Principe d'indépendance, principe d'impartialité, principe de non-discrimination, principe d'humanité et le caractère non partisan de l'action humanitaire. Voilà donc la façon dont vous allez décliner la structuration juridique de l'action humanitaire pour son meilleur déploiement sur le terrain. Alors, les parties prenantes dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Nous avons 3 groupes de parties prenantes dans l'action humanitaire. Le premier groupe, c'est le groupe, la population touchée, la communauté qui est victime de l'action humanitaire, qui est victime plutôt de la crise humanitaire, autant pour moi. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est l'État hôte de l'action humanitaire, l'État où la crise est survenue, et ses institutions nationales et locales. C'est le troisième groupe. C'est-à-dire, vous avez le président de la République, et peut-être aussi le sous-préfet du village qui a connu peut-être un éboulement ou une inondation. Au niveau du président de la République, en tant que chef de l'État, il va aussi agir. Mais le sous-préfet local est important, c'est aussi une partie prenante, parce que de lui dépendent certaines décisions locales. Le troisième groupe, c'est le groupe des organisations humanitaires ou des agences humanitaires. Il y a les organisations internationales également qui vont interagir. Vous avez le CICR, mais vous avez l'UNICEF, vous avez le Programme alimentaire mondial,
etc. La Fédération internationale de la Croix, bref, tout dépend. On a là ce qu'on appelle la famille humanitaire, dans un sens large, impliquant non seulement des ONG humanitaires, mais également des organisations internationales, dont certaines n'ont pas forcément une vocation humanitaire, mais ont un appui à apporter à l'action humanitaire. Donc, au-delà des principes que j'ai indiqués, il faut bien comprendre le rôle et les responsabilités des différentes parties prenantes de l'action humanitaire, les différents acteurs impliqués. Comment vont-elles agir, ces parties prenantes? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs obligations et quelles sont leurs responsabilités? Vous devez également pouvoir maîtriser cela. Donc, pour la première partie de ce séminaire, ce sont ces questions sur lesquelles vous devez travailler pour avoir une vision concrète du déploiement de l'action humanitaire. J'ai dit, et nous allons donc passer à la deuxième partie de ce séminaire, voir comment sont mis en œuvre les principes que j'ai indiqués. Deuxième partie, donc mise en œuvre des principes et standards humanitaires dans le cadre de Manuel Sfer. Dans cette deuxième partie, avant d'aller sur les éléments opérationnels, je voulais d'abord rappeler, et c'est important, les sources juridiques qui sont donc à la base de l'action humanitaire, comme je l'ai dit. Rappelons qu'il y a la Charte des Nations Unies, qui est là, qui pose un certain nombre de principes, notamment le principe de la dignité, le principe de la solidarité, le principe de la coopération, le principe du respect universel et effectif des droits de l'homme, tel que stipulé à l'article 55, alinéa C. Donc la Charte des Nations Unies est une source juridique crédible, ratifiée, comme vous le savez, par l'ensemble de la communauté internationale. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nous avons les deux pactes internationaux de 1966, et nous avons plus de 400 traités universels et régionaux en matière des droits de l'homme. C'est le bloc du droit international des droits de l'homme. Vous voyez, la Charte, la Déclaration universelle, les pactes et autres. Je pourrais aussi parler de la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur les discriminations contre les femmes, etc., etc. Donc là, on a un bloc du droit international des droits de l'homme qui se déploie sur plus de 400 textes juridiques internationaux. Mais il faut savoir que ces textes sont d'une inégale valeur juridique. Certains sont contraignants, d'autres ne le sont pas, etc. Mais nous ne rentrons pas dans ces détails. Ça, c'est le bloc du droit international des droits de l'homme qui va donc agir. Nous avons le deuxième bloc qui est celui du droit international humanitaire. Là-dedans, nous avons principalement les 4 conventions de Genève qui cristallisent sur le plan juridique les conditions pour fournir une assistance et une protection humanitaire aux victimes des conflits. Et nous avons les protocoles additionnels qu'il faut mentionner, mais nous avons également le droit coutumier, le droit international humanitaire coutumier, qui pose un certain nombre de principes qui sont importants dans le cadre de l'action humanitaire. Ça, c'est le deuxième bloc, le bloc du droit international humanitaire. Nous avons le troisième bloc, c'est le bloc du droit international des réfugiés, avec donc la Convention internationale relative au statut du réfugié de 1951, la Convention de l'Union africaine relative aux réfugiés. Donc, bref, nous avons là le troisième bloc. Donc, droit international des droits de l'homme, droit international humanitaire, droit international des réfugiés, c'est ce corpus-là qui va donc agir et qui consacre un certain nombre de droits spécifiques aux conditions des victimes des crises humanitaires. Nous avons par exemple le droit à la vie, le droit à des conditions de vie adéquates, à ne pas être soumis à la torture, la liberté de conscience et de culte. Nous avons le droit à des conditions de vie adéquates, nourriture, etc., le droit à la santé. Voilà, ça c'est dans le bloc du droit international. Nous avons le principe de distinction
entre les combattants et les non-combattants. Important en droit international humanitaire, parce que l'aide humanitaire doit être fournie aux non-combattants. Donc, mais pour pouvoir identifier les non-combattants, on se fonde sur le principe de distinction qui est un principe coutumier en droit international humanitaire. De même qu'on doit s'appuyer sur le principe de proportionnalité et de précaution en droit international humanitaire. Parce que l'action militaire doit être précautionneuse, doit prendre en compte les objectifs militaires, doit protéger les populations civiles. Puis nous avons, en droit international des réfugiés, un principe important, c'est le principe de non-refoulement. Le principe de non-refoulement protège les réfugiés qui ont traversé la frontière, qui ont quitté leur pays pour un pays tiers. Ils ne peuvent pas être refoulés dans leur pays de façon illégale. Ils ne peuvent retourner dans leur pays, soit sous la base de leur retour volontaire, le rapatriement volontaire, soit il faut leur trouver des solutions, d'autres solutions alternatives, par exemple une réinstallation ailleurs, ou bien l'intégration dans le pays. Donc le principe de non-refoulement est un principe coutumier qui va donc agir dans la situation de la mise en œuvre du manuel Sphère. Alors, cela nous amène donc, tous ces droits-là, vous voyez, ça nous amène à la charte. Donc tous ces droits convergent vers la charte humanitaire Sphère, qui pose sur la base donc de ces droits, trois principes fondamentaux que je vous ai déjà indiqués, à savoir donc les trois pieds: le droit de vivre dans la dignité, le droit de recevoir une assistance humanitaire et le droit à la protection et à la sécurité. Voilà donc ce trépied soutient tous ces droits que je viens de vous indiquer qui sont en haut. Mais pour que ce trépied fonctionne, il faut donc qu'il y ait des principes permettant la mise en œuvre de ce manuel. Alors, ces principes, prenons le cas. Les principes de protection. Nous avons par exemple le premier principe. On doit éviter d'exposer les personnes à d'autres préjudices du fait de l'action humanitaire. L'action humanitaire ne doit pas être source d'autres problèmes pour les bénéficiaires. L'action humanitaire doit aider les personnes à faire valoir leurs droits, à obtenir réparation et à se mettre et à remettre les effets d'un abus. L'action doit garantir l'accès des personnes à une assistance impartiale. Elle doit renforcer la résilience des bénéficiaires, notamment des enfants. L'action humanitaire vise à protéger la population contre toute souffrance physique et psychologique découlant des actes de violence, par exemple des actes de conflit ou des actes de coercition. L'action humanitaire vise à renforcer la protection des enfants, des femmes victimes de violences, etc. Vous voyez, donc les principes de précaution convergent vers cela. Et nous pouvons donc dire, sur la base de tous ces éléments, qu'il y a un droit véritable qui sous-tend l'action humanitaire. Et donc les principes opérationnels qui seront invoqués ne sont pas des principes en l'air, ce sont des principes qui s'articulent sur ce que nous venons de dire. Et nous verrons donc que sur le premier trépied, à savoir la dignité, recevoir l'aide humanitaire et la protection, ces trois constituent le cœur de l'action humanitaire. On va se poser une question. Pourquoi la protection est-elle requise, par exemple? Pourquoi la protection? Mais c'est simple. Parce qu'il ne peut pas avoir une action humanitaire sans protéger les victimes. Parce que les crises humanitaires exacerbent les niveaux de risque pour les populations. En raison de la nature de la crise elle-même déjà humanitaire. Il y a un effondrement de la famille, de la société, de l'environnement, etc. Et du coup, ça génère des besoins accrus. Ça génère des besoins accrus. Il faut donc protéger les personnes, mais également protéger les biens qui vont servir à l'assistance humanitaire. Donc tout ça, c'est important. Nous voyons donc que cette protection durant la crise humanitaire a plusieurs facettes.
La protection, c'est par exemple la violence, protéger les enfants contre la violence. Protéger les victimes des crises, des conflits et des catastrophes humanitaires contre une attaque intentionnelle, les tueries, les blessures, etc. Des belligérants. Il faut protéger les enfants qui sont séparés de leur famille. Il faut protéger les femmes et certaines minorités contre les discriminations et les violences. Il faut éviter le recrutement forcé des enfants dans les forces armées. Il faut faire attention à l'utilisation des mines terrestres. Il faut éviter que ne soit entravée la liberté politique ou religieuse, etc. Voyez-vous, la protection, c'est tout ça. La protection vise donc à faire de telle façon que l'action humanitaire vienne non pas mettre les gens dans des situations de confort, mais en tout cas leur soulager les drames qu'ils vivent au quotidien au regard de la catastrophe ou du conflit qui les affecte. Ainsi, l'action humaine a une dynamique réparatrice qui va faire que les bénéficiaires puissent avoir une résilience et pouvoir se prendre en charge dans les meilleurs délais. Qui intervient? Je vous ai dit qu'il y a les bénéficiaires, les individus, la communauté, mais il y a les autorités locales aussi, que ce soit des autorités civiles, militaires, etc. Il y a les acteurs internationaux. Parmi les acteurs internationaux, nous avons les ONG humanitaires, les organisations non gouvernementales, nous avons les acteurs intergouvernementaux comme les Nations Unies, qui vont se déployer sur le terrain, soit avec les casques bleus, etc. Donc voilà les divers intervenants dans une action humanitaire. Alors, dans le déploiement, je rappelle, comment on va agir? D'abord, il faut protéger. On protège pourquoi? Parce qu'il y a le principe de protection. Quels sont les éléments qui découlent du principe de protection? Nous avons 4 points qui découlent de ce qu'on appelle les principes de protection. Il y a 1, éviter d'exposer à d'autres préjudices, notamment l'approche de nos armes. Garantir l'action des personnes touchées par une catastrophe et une assistance impartiale proportionnelle à leurs besoins fournis sans discrimination. 3. Protéger la population touchée par une catastrophe contre toute souffrance physique et psychologique résultant d'actes de violence ou de coercition. 4. Aider les personnes touchées par une catastrophe à faire valoir leur droit à accéder aux moyens à disposition pour obtenir réparation et à se remettre des effets des abus qu'elles ont subis. Voilà la déclinaison des principes de protection. En agissant donc sur le terrain, vous imaginez bien que vous devez être capable d'assurer cela. Vous devez être capable, en tant que personnel humanitaire, d'assurer la sécurité, la dignité et les droits des personnes touchées par une catastrophe humanitaire. Vous devez être capable d'être guidé par ces principes de protection qui offrent un environnement de sécurité aux victimes des catastrophes humanitaires. C'est donc ça le cœur. Il ne s'agit pas simplement de nourrir les gens. Il s'agit également de faire de telle sorte que ces personnes ne puissent pas subir des nouvelles souffrances. Des nouvelles souffrances. Des souffrances, je dirais, additionnelles à celles que ces personnes ont déjà subies du fait du conflit ou de la catastrophe naturelle. Alors, en ce qui concerne les domaines, nous prenons plusieurs exemples. Il y a des problèmes qui sont liés à la réduction de la réduction des souffrances, la gestion des risques, de catastrophes et la résilience. On a une analyse à faire. Il y a des aléas. Alors, les aléas dans un contexte humanitaire, ça peut être des événements physiques, ça peut être un phénomène naturel qui peut survenir. C'est-à-dire qu'une catastrophe naturelle, parfois, n'est pas si imprévisible que ça. Il est vrai qu'on ne peut pas prévoir peut-être une tornade qui arrive subitement, etc. Mais il y a certaines catastrophes naturelles qui sont prévisibles. Parce que l'emplacement
physique d'un village peut expliquer un jour qu'en cas de pluie forte, il y aura éboulement du terrain et puis le village sera envahi. Il y a donc, en fonction du risque encouru, on peut étudier la probabilité des conséquences néfastes ou des pertes attendues du fait des interactions entre l'aléa naturel, qui est l'emplacement du village, qui est sous une montagne, dont on sait que le sol n'est pas retenu soit par des arbres, etc. Et donc on sait que s'il y a une grande pluie, ben, ce sol va descendre et envahir. Donc la condition de vulnérabilité déjà de ces populations qui vivent dans un village, dans une situation où on sait qu'en cas de forte pluie, ça va être inondé, montre qu'on peut, à partir de cet aléa-là, comprendre le risque et savoir comment la catastrophe pourrait arriver. Vous voyez, pour un village, on peut se dire, ce village est mal situé. L'environnement géographique fait qu'un jour, et ça c'est le risque, s'il y a une grande pluie ici, la terre qui est autour, qui n'est pas protégée par les arbres, va partir et viendra ensevelir le village. Et il y aura des morts. Donc, la catastrophe ici sera quoi? Mais sera l'ensevelissement du village par les boues venant de la montagne, la terre venant de la montagne. Donc, nous connaissons bien la catastrophe. On peut donc anticiper sur cette catastrophe. On peut envisager, par exemple, le déplacement de ce village. À défaut du déplacement du village, on peut envisager de maintenir la terre sur les flancs de collines, c'est-à-dire en y plantant soit des arbres, soit des plantes qui permettent de fixer la terre sur les flancs de collines. On peut mettre en place des mécanismes d'alerte pour que les villageois qui vivent puissent savoir qu'en cas de forte pluie, il faut faire attention. Si une sonnerie se déclenche, c'est qu'il y a un éboulement qui est en train d'arriver, il faut sortir de vos maisons et fuir, par exemple. Oui, parce qu'on connaît l'aléa, on connaît le risque, on peut prévoir la catastrophe, on ne peut pas prévoir le jour, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la grande pluie. Mais on peut se dire que dans ce village, faites attention, tôt ou tard, il y aura ici un ensevelissement de ce village. Voilà, si vous voulez, ce qui permet sur le plan opérationnel de gérer la question du risque. Parce que l'aléa, avec la vulnérabilité, au regard des capacités, donne ce qu'on appelle le risque d'une catastrophe humanitaire. Donc, la question de la résilience, comme je disais au début, sur le plan opérationnel, peut être gérée, à condition de s'y préparer. Alors, tout ça ne se fait pas de façon improvisée. Il faut regarder l'intensité du changement que vous voulez opérer pour atteindre cette résilience. Il faut réfléchir sur le coût de ce changement. Ainsi, on va donc travailler sur les capacités. Donc il y a 3 capacités. Il y a d'abord la capacité d'absorption, la capacité d'adaptation et la capacité de transformation. Ce sont les 3 capacités qui sont essentielles pour comprendre. La capacité d'absorption, il s'agit de la capacité d'accuser le coût, c'est-à-dire l'aptitude, je dirais, d'un système à se préparer, à atténuer ou à prévenir les impacts d'événements négatifs à l'aide des réponses prédéterminées lui permettant de s'adapter afin de préserver et de restaurer des structures et fonctions essentielles de base. Donc l'absorption, c'est avoir des mécanismes à utiliser pendant la période de choc pour pouvoir se sauver. Un exemple simple. Un ménage peut, en cas de crise, vendre des biens. On sait que s'il y a une situation de crise là dans le foyer, bon, on a quelques bijoux de famille qu'on peut vendre. On peut donc absorber la crise. Ici, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à la mise en place des dispositifs éventuels permettant d'absorber le choc humanitaire qui se produit, la catastrophe qui se produit. Puis, nous avons la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation va se concevoir aussi comme l'aptitude d'un système à s'ajuster à
modifier ou à changer ses caractéristiques et ses actions en fonction de la situation. Pour pouvoir modérer les impacts, pour pouvoir gérer et continuer à fonctionner sans des changements majeurs en fonction notamment de la structure, en fonction de son identité, etc. Donc la capacité d'adaptation, elle est très importante. Nous avons en fait la capacité de transformation. La capacité de transformation ici renvoie à l'aptitude à créer un système fondamentalement nouveau lorsque les structures écologiques, économiques ou sociales rendent le système précédent, c'est-à-dire le système qui était en vigueur, intenable. Voilà les trois capacités qu'il faut renforcer auprès des bénéficiaires de l'aide humanitaire pour pouvoir les amener à mieux gérer les situations dans lesquelles ils vont se trouver. Cette gestion de risque humanitaire qui est donc développée dans le manuel SPHERE commence d'abord par la préparation. C'est la base, la préparation. Pour que ça se passe bien, la préparation, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les aléas, il faut prévoir les risques. On connaît l'aléa, on connaît les risques encourus, on peut donc faire des simulations sur ce qui pourrait arriver. Lorsqu'on fait des simulations sur ce qui pourrait arriver, on peut donc préparer les mesures d'atténuation et les mesures de précaution, y compris mettre en place des alertes précoces. Lorsque la catastrophe survient, on doit pouvoir évaluer l'impact de la catastrophe. Par exemple, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, les éboulements de terrain, il faut pouvoir évaluer. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça, par exemple, ça ensevelit tout le village? Il y avait combien d'habitants dans le village? Il y avait 2000 habitants. Sont-ils tous morts? C'était enfoui, c'était... Voilà, il faut évaluer l'impact de la catastrophe. C'est sur la base de cette évaluation qu'on va donc déployer une intervention. Ça ne sert à rien de venir avec une quantité de nourriture dans un environnement où les gens n'en ont pas besoin. Il y a eu éboulement. Bon, mais peut-être les gens s'étaient déjà déplacés avant. Ayant su que la pluie sera forte, les gens sont allés ailleurs. Donc, l'aide que vous pouvez amener peut être disproportionnée par rapport aux besoins. Ils n'ont pas besoin peut-être de nourriture, parce qu'ils ont peut-être leur nourriture avec laquelle ils ont besoin maintenant peut-être d'abris. Donc, venez plutôt avec des abris pour les protéger de la pluie, et non venir avec des nourritures qui vont être placées dehors et puis pourrir. Oui. Après donc l'intervention humanitaire, on engage la phase de relèvement, c'est-à-dire l'accroissement de la résilience des bénéficiaires, qui va nous pousser vers le stade de la reconstruction. Voilà le schéma de la gestion des crises et de la gestion des risques. On identifie les risques, on s'y prépare en mettant des mesures d'alerte précoce, en prenant des mesures d'atténuation, des dispositifs de prévention. Mais la catastrophe arrive, ou le conflit arrive, on évalue l'impact, on déploie l'action humanitaire, puis on accompagne les bénéficiaires vers un relèvement, c'est-à-dire l'accroissement de leur résilience, qui les conduira vers un processus de reconstruction post-catastrophe ou post-conflit. Voilà le cheminement intelligent pour comprendre l'action humanitaire. En conclusion, le manuel SPHERE est un document de travail. Ce n'est pas un ouvrage de méditation ou un ouvrage qui sert à faire de l'intellectualisme. Ce n'est pas pour des débats creux. C'est pour l'exercice pratique et efficace de l'action humanitaire. Il y a donc 3 éléments clés à retenir dans cette conclusion. Premièrement, le manuel SPHERE va vous permettre de réduire et de mieux gérer les risques liés à l'action humanitaire et vous permettra également de renforcer la résilience des bénéficiaires de l'action humanitaire. Deuxièmement, le manuel SPHERE va vous permettre d'avoir une gestion efficace et efficiente de l'action humanitaire.
pour pouvoir permettre aux victimes de passer de l'assistance d'urgence à la résilience, au relèvement plutôt, et du relèvement à la reconstruction. Troisième élément conclusif, le manuel SPHER fournit de nombreux outils pratiques et opérationnels qui soutiennent chaque étape du cycle de gestion de l'action humanitaire. Donc, en définitive, je l'ai indiqué, le manuel SPHER fait l'objet des révisions et des évaluations périodiques. Actuellement, il y a un nouveau document qui se prépare, qui va ajouter d'autres domaines, qui va élargir le champ couvert par le manuel SPHER. Ça n'enlève à rien au principe de base que j'ai indiqué. Je vous conseille, pour donc un complément d'information et pour une actualisation de vos informations, d'aller sur le site du projet SPHER pour pouvoir voir la présentation des nouveaux aspects qui vont s'ajouter dans l'édition 2018 du manuel SPHER qui sort incessamment. Cela vous permettra de voir par rapport aux principes, aux standards, aux indicateurs clés, comment vous déployer. Mais en fin de compte, il vous faut, pour suivre ce séminaire, télécharger le manuel SPHER si vous ne l'avez pas déjà, sinon demandez au secrétariat de vous fournir le manuel SPHER qui est un document volumineux de 400 pages. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de tout lire dans les détails, mais je vous conseille une lecture attentive et rigoureuse avec une prise de notes pour pouvoir comprendre d'abord l'essentiel, l'ossature juridique, avec les trois blocs, le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit international réfugié, qui vont converger vers le trépied que je vous ai indiqué, le droit de recevoir une assistance humanitaire, le droit de vivre dans la dignité, le droit à la protection et à la sécurité. Voilà donc ce qu'il faut retenir d'essentiel dans la pratique du manuel SPHER. Je vous remercie pour votre aimable attention.